Debout sur mon porche, mes parents ont exigé « Donne les clés à ta sœur, elle a besoin de l'espace ». Me souvenant du camping-car glacial dans lequel ils m'avaient forcé à vivre, j'ai ri et dit « Je vous ai filmé en train de pénétrer illégalement sur mon domaine privé ». Puis j'ai déclenché l'alarme. Mes parents m'ont violemment mise à la porte dans les rues glaciales pour loger les 4 enfants de ma sœur, se moquant de ma misérable vie en camping-car. Alors, quand ils ont fait irruption dans la maison de mes rêves que je venais d'acheter, exigeant l'acte de propriété, j'ai déclenché un piège juridique infaillible. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la voir jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux, d'où dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. Le souvenir de cette nuit brûle encore dans ma poitrine. Un poids froid et suffocant qu'aucune quantité de temps ou d'argent n'a jamais vraiment effacé. Il y a 2 ans, j'avais 27 ans, et mon corps me lâchait. Une grave infection respiratoire s'était installée dans mes poumons, me laissant cloué au lit avec une fièvre qui avoisinait dangereusement les 103 degrés. Chaque respiration donnait l'impression d'inhaler des éclats de verre brisés et le simple fait de soulever ma tête de l'oreiller faisait tourner la pièce dans un flou vertigineux et gris. Je vivais dans ma chambre d'enfant, versant une part importante de mon salaire d'ingénieur logiciel junior à mes parents, Wesley et Linda, juste pour les aider à garder la tête hors de l'eau. J'avais cru, dans mon état naïf et fiévreux, que la famille était un sanctuaire. Je me trompais tragiquement. C'était un mardi soir de fin novembre, le genre de nuit où la pluie tombe en averses glaciales et incessantes, s'abattant violemment contre les vitres. J'étais blotti sous 3 couvertures, frissonnant de manière incontrôlable malgré la sueur qui trempait mon pyjama, quand la porte de ma chambre s'est soudainement ouverte brutalement. Elle ne s'est pas ouverte avec la douce hésitation d'une mère inquiète venant voir sa fille malade. Elle a heurté le mur avec un bruit sourd, fort et agressif. J'ai faiblement ouvert mes yeux encroutés et gonflés. Dans l'encadrement de la porte se tenait Linda, ma mère. Elle ne tenait pas un thermomètre, un verre d'eau ou un bol de soupe. Elle tenait une pile de sacs poubelles noirs très résistants. Derrière elle se tenait Wesley, mon père, les bras étroitement croisés sur sa poitrine, la mâchoire serrée dans une ligne rigide et inflexible. Et juste en dehors du champ de vision dans le couloir, se tenait ma sœur aînée, Clara. « Lève-toi, Lucie » a ordonné Linda. Sa voix était totalement dépourvue de toute chaleur maternelle. Elle était tranchante, clinique et complètement détachée. Nous avons besoin de cette chambre maintenant. J'ai cligné des yeux, mon cerveau embrumé par la fièvre luttant pour comprendre ses paroles. Maman, ai-je croassé, ma gorge à vif et hurlant de douleur. De quoi parles-tu? Je peux à peine tenir debout. Ne commence pas à faire ton cinéma, Lucie, a tonné Wesley en entrant dans ma chambre. Il ne m'a pas regardé avec sympathie. Il m'a regardé comme si j'étais un meuble cassé qui prenait une place précieuse. Clara emménage de nouveau avec ses 4 enfants. Ça ne marche pas avec Christopher et elle a besoin de la chambre principale. Ta mère et moi prenons la chambre d'amis, ce qui veut dire que cette chambre est pour les jumeaux. Tu veux que je parte? Ai-je murmuré, une vague de nausée profonde m'envahissant. Ce soir, papa? Regarde dehors. Il pleut à verse et il fait un froid glacial. Je suis malade. Nous t'avons donné un toit au-dessus de la tête pendant 27 ans, a répliqué sèchement Linda, en dépliant un sac en plastique noir avec un froissement sec et retentissant. Elle a immédiatement commencé à prendre mes vêtements dans le placard ouvert, les fourrant pêle-mêle dans le plastique sombre. Pull, robe, chaussures, tout était jeté comme des ordures. Tu es une femme adulte célibataire. Clara est une mère en crise. Elle a besoin de son entourage. Tu es complètement égoïste en restant dans ce lit et en te battant contre nous pour ça. J'ai essayé de m'asseoir, mais le vertige m'a forcé à me rallonger. Maman, s'il te plaît, laisse-moi juste rester jusqu'au matin, juste jusqu'à ce que la fièvre tombe. J'appellerai un hôtel demain. S'il te plaît. Clara est finalement entrée dans le cadre, s'appuyant contre le montant de la porte. Elle n'avait pas l'air d'une mère en crise. Elle était parfaitement manucurée, ses cheveux bruchés, tenant une tasse de café de marque que j'avais probablement payée grâce aux différents prêts qu'elle m'avait soutirés au fil des ans. « Allez, Lucie » a soupiré Clara en levant les yeux au ciel, comme si ma grave maladie n'était rien de plus qu'un inconvénient personnel pour elle. Les enfants sont dans le monospace. Ils sont fatigués. Ils veulent installer leur nouvelle chambre.
Arrête de tout ramener à toi pour une fois dans ta vie. J'ai regardé, dans une horreur absolue et paralysée, mes parents réduire ma vie à 3 sacs poubelles noirs en moins de 10 minutes. J'ai supplié. J'ai pleuré. J'ai plaidé auprès de Wesley, lui rappelant que je venais de payer l'hypothèque ce matin même. Il m'a complètement ignoré, a pris les sacs et les a descendus. Linda a pratiquement arraché les couvertures de mon corps frissonnant. J'ai descendu les escaliers en titubant, en pyjama et avec un lourd manteau d'hiver que j'avais attrapé à l'aveuglette, mes jambes tremblant si violemment que j'ai failli tomber 2 fois. Quand je suis arrivé à la porte d'entrée, Wesley m'a poussé mes clés et mon sac d'ordinateur portable contre la poitrine. Il a ouvert la porte d'entrée, laissant le vent hurlant et glacial s'engouffrer dans le vestibule. « Tu te débrouilleras. Tu es intelligente, a dit Wesley, sa voix plate. Il m'a physiquement poussé dehors sur le porche en béton mouillé. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé lourdement sur les genoux, la pluie glaciale trempant immédiatement mon fin pantalon de pyjama, envoyant une décharge choquante de douleur glacée jusqu'à mes os. Je me suis retourné, le souffle court, tendant la main vers la porte. La trahison était pire que le diagnostic lui-même, car le froid de la tempête dehors n'était rien comparé à la glace dans les yeux de ma mère alors qu'elle verrouillait la porte. Les suites immédiates ont été un flou de pur instinct de survie et de douleurs physiques dévastatrices. J'ai passé cette première nuit à dormir sur le siège conducteur de ma berline rouillée vieille de 10 ans, garée sous les lumières fluorescentes agressives d'un supermarché ouvert 24 heures sur 24. Ma fièvre faisait rage, provoquant des hallucinations terrifiantes dans la voiture exiguë et glaciale. Je me suis réveillé le lendemain matin en toussant des mucosités sombres, complètement seul, avec rien d'autre que quelques sacs poubelles de vêtements et mon ordinateur portable de travail. J'avais environ 3 000 € à mon nom sur un compte courant, le reste de mes récentes paies étant allé directement sur les comptes bancaires de Wesley et Linda pour couvrir leurs impôts fonciers prétendument en retard. Le désespoir m'a conduite au plus bas des petites annonces locales. Je ne pouvais pas me qualifier assez rapidement pour un bail d'appartement sans un dépôt de garantie massif, et les hôtels auraient épuisé mes maigres fonds en une semaine. C'est ainsi que j'ai trouvé le camping-car. C'était une caravane de 1998, posée sur un terrain boueux à la périphérie de la ville, annoncée pour exactement 1 000 € en espèces. Au moment où je suis entré, l'odeur de pourriture humide, de vieux pneus et de fumée de cigarettes froides m'a frappé comme un coup. Le sol en linoléum se décollait sur les bords. Le petit chauffage au propane était sévèrement rouillé, et le toit avait un affaissement visible au centre, mais il y avait une porte qui fermait à clé, un petit bureau et un endroit pour poser un matelas. J'ai donné l'argent, les remorqué jusqu'à un parc de camping-car bon marché avec une connexion Wi-Fi instable et me suis effondré sur les minces coussins moisis. Pendant les 6 mois suivants, ce camping-car à 1 000 € a été mon univers tout entier. Les hivers étaient brutalement, dangereusement froids. Je dormais avec un lourd manteau d'hiver, 2 pantalons de jogging et un bonnet, mon souffle formant des panaches blancs visibles dans le petit espace. J'ai bricolé de lourds rideaux thermiques pour bloquer les courants d'air et utilisé un petit chauffage d'appoint qui faisait constamment sauter le disjoncteur. Mais j'avais toujours mon travail à distance d'ingénieur logiciel. Chaque jour, je m'asseyais à cette table de dinette exiguë et bancale, connectée à un point d'accès mobile, écrivant du code tout en étant emmitouflé dans des couvertures. Je ne sortais pas. Je n'achetais pas de nouveaux vêtements. Je mangeais de la soupe en conserve bon marché et du riz. J'économisais chaque centime avec une obsession terrifiante et singulière. Ma famille, cependant, ne pouvait pas simplement me laisser disparaître dans ma misère. Ils devaient s'assurer que je connaissais ma place dans leur hiérarchie. C'est arrivé un samedi glacial de février. J'étais dehors, essayant de réparer une petite fuite sur le toit du camping-car avec du ruban adhésif très résistant, quand un grand SUV blanc impeccable s'est garé sur le terrain en gravier du parc de camping-car. Je me suis figé, les mains engourdies par le froid. C'était le SUV de Clara, le même SUV pour lequel j'avais cosigné 3 ans plus tôt parce que son crédit était complètement ruiné. La vitre s'est baissée et Clara s'est penchée, vêtue d'un manteau en fausse fourrure coûteux. Sur la banquette arrière, je pouvais voir 2 de ses enfants presser leur visage contre la vitre, me pointant du doigt. « Waouh !» a lancé Clara, sa voix dégoulinant d'un amusement venimeux. Ses yeux ont balayé le terrain boueux, l'extérieur rouillé de ma petite maison, et se sont finalement posés sur mon visage pâle et épuisé. Maman a dit que tu avais touché le fond, mais je ne pensais pas que tu vivais littéralement dans une boîte de conserve dans un marécage. Joli manoir, Lucie. Je suis resté là, tenant le rouleau de ruban adhésif,
mes dents claquant presque. « Qu'est-ce que tu veux, Clara ?» ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Je voulais juste le voir de mes propres yeux, » a-t-elle ri. Un son aigu et perçant qui a fendu l'air hivernal. Maman et papa organisent un grand dîner ce soir pour fêter l'installation des enfants dans leur nouvelle chambre. Nous avons pensé à t'inviter, mais bon, tu n'as pas vraiment quelque chose de beau à te mettre, n'est-ce pas? Et tu dois sentir le chien mouillé. Elle n'était pas venue pour prendre des nouvelles de ma santé. Elle n'était pas venue pour voir si j'avais de la nourriture. Elle avait conduit 45 minutes uniquement pour amener un public pour m'humilier. Tu as la chambre principale, Clara, ai-je dit, ma voix se raffermissant, refusant de lui donner la satisfaction de mes larmes. Tu as ce que tu voulais. Pourquoi es-tu ici? Pour te rappeler la réalité, a-t-elle ricané, son sourire se transformant en une grimace laide. Tu as toujours été si arrogante avec ton travail dans la tech et ton argent. Regarde-toi maintenant, une perdante totale vivant dans un dépotoir. Ne pense jamais que tu vaux mieux que nous. Elle a remonté la vitre sans un mot de plus et est partie en trombe, projetant de la boue glacée sur mes bottes. J'ai regardé ses feux arrière disparaître sur l'autoroute, sentant un vide profond et terrifiant s'installer dans ma poitrine. Je suis retourné à ma boîte de conserve rouillée et glaciale. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte fragile et je me suis assise devant mon ordinateur portable. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé le compte d'épargne en croissance rapide que j'avais gardé avec acharnement. Je gagnais un salaire massif à 6 chiffrés, avec des frais de subsistance pratiquement nuls, ma fortune s'accumulait dans le secret le plus total. Ils pensaient m'avoir brisé. Ils me croyaient démuni, pathétique et vaincu. Mais alors que Clara riait et s'éloignait, me laissant grelotter dans une boîte de conserve, elle avait oublié une chose cruciale. C'était moi qui avais financé leur style de vie somptueux pendant des années. Et maintenant, tout ce pouvoir financier m'appartenait uniquement. Pour vraiment comprendre la profondeur de leur trahison, il faut comprendre les décennies de sacrifices que j'avais consacrés à cette famille. Je n'étais pas seulement la plus jeune fille. J'étais le canot de sauvetage financier désigné. Quand Clara a décidé qu'elle voulait un mariage somptueux avec Christopher, un mécanicien indépendant avec un historique de terribles décisions financières, ce sont mes fonds pour l'université que Wesley et Linda ont vidés pour payer le traiteur et le lieu. Quand l'entreprise de Christopher a fait faillite, c'est mon premier gros bonus technologique qui a empêché la saisie de leur maison. J'ai passé le début de ma vingtaine à me priver de vacances, de rendez-vous et de simples luxes. Conditionné par mes parents à croire que les besoins de Clara, et par extension les besoins de sa famille en pleine croissance, primaient toujours sur les miens. Clara était une manipulatrice de génie, une femme qui portait son statut de victime comme un accessoire de créateur. Elle avait cultivé une esthétique parfaite et soignée, des cheveux de salon coûteux, un maquillage impeccable et une garde-robe de marque haut de gamme qui contredisait complètement son statut de mère au foyer perpétuellement fauché. Elle avait une capacité étrange à entrer dans une pièce et à évaluer instantanément l'utilité financière de chacun. Si vous ne pouviez pas lui offrir de l'argent, du babysitting gratuit ou un endroit où vivre, elle vous rejetait. Mes parents ont entièrement encouragé ce comportement, considérant Clara comme fragile et moi comme une ressource inépuisable et incassable. Ce qui nous amène à aujourd'hui. 2 ans s'étaient écoulés depuis la nuit sous la pluie glaciale. 2 ans de travail éreintant et silencieux dans ce camping-car à 1 000 €. Il y a 6 mois, j'ai finalement vendu la boîte de conserve rouillée à un ferrailleur et j'ai exécuté le plan directeur que j'avais méticuleusement construit. Grâce à une accumulation massive d'options sur actions, une épargne acharnée et plusieurs promotions lucratives, j'avais acheté une magnifique et vaste maison de 4 chambres sur un terrain boisé privé de 3 acres. Elle était moderne, baignée de lumière naturelle avec des fenêtres allant du sol au plafond, une cuisine ultramoderne et une immense terrasse panoramique. C'était une forteresse de paix. C'était mon sanctuaire. Je ne l'ai jamais dit à ma famille. J'avais bloqué leur numéro et coupé tout contact le jour où j'ai quitté le parc de camping-car. J'étais enfin heureuse, en bonne santé et en sécurité. Jusqu'à mardi après-midi. J'étais assise dans mon vaste bureau à domicile, sirotant une tisane et examinant du code sur mes moniteurs ultra larges, lorsque le carillon de mon portail de sécurité haut de gamme a retenti dans la maison. J'ai froncé les sourcils. Je n'attendais aucune livraison. J'ai affiché le flux en direct sur ma tablette. Mon sang s'est glacé, la lourde tasse m'a glissé des doigts et s'est brisée sur le parquet. Assis à mon portail de sécurité privée,
Appuyant de manière répétée et agressive sur le bouton d'appel, se trouvait le SUV blanc impeccable de Clara. Derrière elle, garé négligemment sur le bord de la route, se trouvait le camion de Wesley. La panique m'a saisi la gorge. Comment m'avait-il trouvé? J'avais acheté la propriété sous une LLC spécifiquement pour que mon nom n'apparaisse pas dans les registres publics de propriété. J'avais fait suivre mon courrier à une boîte postale privée. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il m'avait traqué. Avant même que je puisse traiter cette violation de ma sécurité, le portail, que j'avais laissé légèrement ouvert pour l'équipe d'aménagement paysager plus tôt, a commencé à se rétracter lentement. Ils avaient poussé la commande manuelle sur le clavier extérieur. Je me suis levé, le cœur battant violemment contre mes côtes alors que je regardais les véhicules dévaler ma longue allée sinueuse. Ils se sont garés pêle-mêle sur l'allée en pavés impeccables. J'ai regardé par la fenêtre de devant les portières claquées. Wesley est sorti le premier, l'air plus vieux, mais tout aussi arrogant. Linda a suivi, portant un grand sac fourre-tout. Finalement, Clara est apparue. Elle est restée là un long moment, à contempler l'architecture magnifique de ma maison. Même à 50 pieds de distance, je pouvais voir le calcul immédiat dans ses yeux. Elle ne regardait pas ma maison avec fierté pour sa sœur. Elle évaluait la superficie, l'aménagement paysager coûteux et la valeur pure de l'actif. Elle ressemblait à un prédateur qui venait de tomber sur un festin. La lourde porte d'entrée en chêne sur mesure a violemment tremblé alors que des poings commençaient à marteler le bois. « Lucie, ouvre cette porte tout de suite », a beuglé la voix de Wesley, forte et exigeante, brisant la paix que j'avais eu tant de mal à construire. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, refoulant la terreur, et j'ai déverrouillé le pêne dormant. J'ai ouvert la lourde porte en chêne. Clara est immédiatement passée devant moi sans un mot de salutation, apportant l'odeur de parfum lourd dans mon entrée immaculée. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle ne s'est pas excusée pour ce qui s'était passé il y a 2 ans. Elle a simplement tourné sur elle-même dans le hall, contemplant les plafonds voûtés et l'escalier majestueux. Waouh! A soufflé Clara, les yeux écarquillés d'une cupidité non dissimulée. Elle s'est retournée vers moi, un sourire écœurant de douceur et entièrement faux s'étirant sur son visage. Maman a dit que tu étais sortie de cette petite caravane embarrassante, mais je n'en avais aucune idée. C'est absolument parfait, Lucie. Les jumeaux peuvent prendre les chambres à l'étage, et la chambre du bébé peut aller au bout du couloir. Nous emménageons vendredi. Pendant un long moment suffocant, le seul son dans le grand hall était le tic-tac rythmé de l'horloge grand-père antique dans le couloir. J'ai simplement fixé Clara, mon cerveau luttant pour comprendre l'audace pure et sans mélange de sa déclaration. Elle était complètement sérieuse. Elle regardait ma maison, indiquant où elle avait l'intention de placer ses meubles, comme si je n'étais qu'un agent immobilier lui faisant visiter une propriété qu'elle avait déjà achetée. Emménager, ai-je répété, ma voix dangereusement douce, à peine plus qu'un murmure. La terreur qui m'avait saisi quelques instants plus tôt s'est instantanément évaporée, remplacée par une colère froide et cristalline qui a aiguisé mes sens comme le fil d'un rasoir. Wesley a croisé les bras, s'avançant davantage sur mes tapis importés avec ses bottes boueuses. « Ne prends pas ce ton, Lucie », m'a-t-il réprimandé, utilisant exactement la même voix autoritaire qu'il utilisait quand j'avais 12 ans. « Ta sœur est dans une situation difficile. Christopher l'a privée de l'accès à leur compte. Elle a les enfants. Tu as 4 chambres et 3 acres de terrain. C'est parfaitement logique. Nous sommes une famille et la famille s'entraide. » La famille ? Ai-je demandé, faisant un pas délibéré en avant. Je ne me suis pas recroquevillé cette fois. Je n'étais plus la fille fiévreuse et terrifiée qui grelottait dans un couloir humide. Je me tenais dans une forteresse entièrement construite par mon propre sang, ma sueur et mes nuits blanches. La famille m'a jeté sous la pluie glaciale quand j'étais violemment malade. La famille m'a laissé pourrir dans un camping-car rouillé et infesté de moisissures pendant 2 hivers glaciales pendant que vous organisiez des dîners somptueux. Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes des intrus. Linda a eu un hoquet, serrant son sac de marque contre sa poitrine avec une horreur feinte. Lucie, comment peux-tu être si cruelle et vengeresse? Nous t'avons donné un toit au-dessus de la tête pendant des années. Nous t'avons élevé. Tu nous dois ça. Tu le dois à ta sœur. Je ne vous dois absolument rien, ai-je déclaré, ma voix résonnant contre les hauts plafonds. Je me suis tourné vers Clara, qui me fusillait maintenant du regard, son masque de douce prétention glissant pour révéler le venin en dessous.
Mais vous avez tous commis une erreur critique en venant ici aujourd'hui. Vous voyez, j'avais anticipé qu'un jour votre cupidité insatiable vous conduirait à ma porte, et je m'y suis préparé. J'ai fait un geste vers le dôme noir et élégant d'une caméra haute définition montée directement au-dessus du lustre, son voyant rouge d'enregistrement clignotant régulièrement. Chaque centimètre de cette propriété, à l'intérieur comme à l'extérieur, est équipé d'une surveillance de qualité militaire, ai-je expliqué, mon ton calme et analytique, audio et vidéo. De plus, mon nom n'est pas sur l'acte de propriété de cette maison. Elle appartient à une LLC qui est protégée par une fiducie irrévocable à toute épreuve, gérée par l'un des cabinets d'avocats en droit immobilier les plus agressifs de l'État. Je ne possède techniquement pas cette maison sur le papier, ce qui signifie que même si vous essayez de me poursuivre pour une pension alimentaire familiale, vous vous heurteriez à un mur de litige d'entreprise. Vous ne pouvez pas toucher à cette maison. Vous ne pouvez pas me toucher. La mâchoire de Clara est tombée, ses yeux se dirigeant vers la caméra puis de nouveau vers moi. Tu as mis une maison dans une fiducie pour la cacher à ta propre chair et à ton propre sang? J'ai protégé mes actifs des parasites, les jeux corrigés sans ciller. Maintenant, vous avez exactement 30 secondes pour quitter ma propriété avant que je ne déclenche l'alarme silencieuse qui est directement reliée au département du shérif du comté. Pénétrer sur un domaine privé clôturé entraîne une lourde amende, Clara, et je doute fort que tu puisses te le permettre en ce moment. Wesley a bombé le torse, son visage virant à une dangereuse nuance de violet. Tu n'oserais pas appeler les flics sur ton propre père. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti mon téléphone et j'ai tenu mon pouce au-dessus du bouton de panique numérique de mon application de sécurité. 20 secondes. Le silence était assourdissant. Il me fixait, attendant que je craque, attendant que la fille obéissante et soumise revienne, mais elle était morte. Elle était morte dans un camping-car il y a 2 ans. Très bien, a craché Clara en tournant les talons. Tu veux jouer la dure? On verra ça, petite garce égoïste. Ce n'est pas fini. Ils sont sortis en trombe, la lourde porte en chaîne claquant derrière eux. J'ai immédiatement verrouillé le pen dormant, engagé les serrures renforcées secondaires et je suis allé directement à mon bureau. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline. Je me suis assise à mon bureau, j'ai démarré mon poste de travail principal et j'ai commencé mon enquête. Si Clara était assez désespérée pour essayer de réquisitionner ma maison, la situation avec Christopher était bien pire qu'un simple « ça ne marche pas ». J'ai utilisé ma connaissance approfondie des bases de données publiques, des registres judiciaires et des empreintes numériques pour commencer à fouiller dans la vie de Clara et Christopher. Il m'a fallu moins de 4 heures pour découvrir la vérité choquante. Christopher ne l'avait pas seulement privé de l'accès à leur compte. Il avait déposé une demande de divorce en urgence et la garde exclusive des enfants. Pourquoi? Parce que Clara avait secrètement ouvert plus d'une douzaine de cartes de crédit à son nom, les avait maximisées en achetant des produits de luxe et avait complètement vidé les fonds d'études de leurs enfants pour investir dans un système de marketing multiniveau très suspect qui venait d'eux. S'effondrer. Elle était endettée de plusieurs dizaines de milliers de dollars, et Christopher avait compilé un dossier en béton de fraude financière contre elle. Elle ne cherchait pas un endroit où rester. Elle cherchait un actif à liquider ou à utiliser comme levier pour se sauver d'une ruine complète. Ils sont revenus le lendemain matin, exactement comme je l'avais prédit. Je surveillais les caméras du périmètre en buvant mon café du matin quand l'alerte a commencé à sonner. Cette fois, Clara et Linda étaient arrivées dans un camion de déménagement de location. Elles l'ont littéralement garé juste contre mon portail d'entrée, bloquant complètement l'entrée. À travers le flux haute définition, j'ai regardé avec une incrédulité totale Clara et ma mère sortir du camion et commencer à décharger de lourdes boîtes en carton directement sur les pavés, à l'extérieur de la limite de ma propriété. Elles créaient un spectacle public, une occupation forcée conçue pour m'embarrasser et me forcer à obtempérer. Je pouvais voir Clara tenir son téléphone, se filmant clairement tout en faisant des gestes dramatiques vers mon portail, probablement en train de fabriquer un récit fictif pour ses abonnés sur les réseaux sociaux au sujet de sa sœur cruelle et riche, qui l'enfermait dehors dans son moment de besoin. Je n'ai pas ouvert le portail. Je n'ai pas descendu l'allée. J'ai simplement appuyé sur le bouton de l'interphone de ma tablette, projetant ma voix fort à travers les haut-parleurs robustes montés sur les piliers en pierre de l'entrée. Vous bloquez une route privée, a retenti ma voix, résonnant dans le quartier boisé et calme. Déplacez le véhicule immédiatement. Linda a sursauté, laissant tomber une boîte de fournitures de cuisine par terre. Clara, cependant,
a marché directement jusqu'au haut-parleur de l'interphone, son visage tordu dans un masque de prétention furieuse. « Ouvre le portail, Lucie !» a crié Clara, abandonnant complètement son jeu de gentille sœur. « Tu ne vas pas m'humilier. Nous emménageons. Je n'ai nulle part où aller et tu vis seule dans un manoir. C'est complètement anormal. Maman et papa sont d'accord que cette maison devrait être une propriété familiale. Ta crise du logement n'est pas ma responsabilité, ai-je répondu d'un ton égal, ma voix dénuée de toute émotion. J'étais parfaitement en sécurité derrière mes murs, la regardant s'effondrer sur un écran haute définition. Mais puisque tu veux diffuser ta situation, parlons de la vraie raison pour laquelle tu es devant mon allée. Parlons de Christopher. Clara s'est figée. L'énergie frénétique et agressive s'est soudainement drainée de sa posture. Elle a regardé nerveusement autour d'elle, les yeux écarquillés. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Je sais tout, Clara, ai-je déclaré, en m'assurant que ma voix portait clairement sur l'interphone pour que Linda puisse entendre chaque mot. Je suis au courant des demandes de divorce en urgence au tribunal du comté. Je suis au courant des 75 000 € de dettes secrètes de cartes de crédit que tu as accumulées à son nom. Je sais que tu as vidé les fonds d'études de tes propres enfants pour investir dans un système pyramidal frauduleux. Tu ne cherches pas seulement une chambre. Tu fuis les conséquences juridiques et financières massives de ta propre tromperie. Tais-toi, a hurlé Clara, sa voix se brisant de pure panique. Elle a frappé des mains contre le pilier de pierre. Tu ne sais rien. Tu inventes tout ça. Maman, ne l'écoute pas. Elle ment. Linda avait l'air profondément confuse, fixant Clara avec une horreur soudaine et naissante. Clara, de quoi parle-t-elle? Tu as dit que Christopher avait juste une crise de la quarantaine. Elle te ment, maman, ai-je continué, exploitant mon avantage. Elle fait face à des accusations potentielles de fraude et elle pensait pouvoir m'intimider pour que je lui cède cette maison afin qu'elle puisse l'utiliser comme garantie pour ses dettes. Elle essaie de voler ma maison pour payer ses crimes. Le visage de Clara est devenu violemment rouge. La façade soignée et parfaite s'est complètement brisée, révélant l'antagoniste désespéré et acculé en dessous. Elle a pointé un doigt tremblant vers la caméra. Je vais te détruire, Lucie. J'irai voir un avocat. Je leur dirai que tu es mentalement instable et incapable de gérer tes biens. J'ai la procuration sur maman et papa et je les ferai témoigner que tu nous dois chaque centime de cette propriété. Tu n'es rien sans cette famille. C'était une menace pathétique et mal exécutée, un bluff né du pur désespoir. Tu n'as aucune base légale, pas d'argent et aucune crédibilité, ai-je contré calmement. Et je t'ai entièrement filmé en train de menacer de déposer de fausses plaintes légales contre moi pour voler ma propriété. J'envoie cette séquence à mon avocat immédiatement. Si vous ne déplacez pas ce camion dans les 60 prochaines secondes, la police sera appelée et je porterai plainte pour harcèlement et violation de propriété. Clara a poussé un cri de frustration primaire, un son scellé et brut qu'il m'a donné la chair de poule. Elle a attrapé Linda par le bras, la traînant vers le camion de location. Elles ont pratiquement jeté les boîtes à l'arrière, les portes claquant avec une finalité retentissante. Alors qu'elles s'éloignaient à toute vitesse, laissant des marques de pneus noirs sur l'asphalte, je savais que la bataille était loin d'être terminée. Clara était blessée, ce qui signifiait qu'elle était sur le point de devenir incroyablement dangereuse. Les 48 heures suivantes ont été une masterclass en guerre psychologique. Clara, complètement désespérée de reprendre le contrôle du récit, a intensifié ses tactiques. Le lendemain après-midi, 2 voitures de police sont arrivées à mon portail d'entrée, gyrophares allumés. Je suis descendu de l'allée pour les rencontrer, en gardant le portail fermé entre nous. L'officier principal m'a informé qu'ils avaient reçu un appel frénétique de ma sœur demandant une vérification de bien-être en urgence. Clara avait explicitement dit au répartiteur que j'étais gravement malade mentalement, que j'avais arrêté mes médicaments et que je me tenais en otage dans une maison dont elle était légalement copropriétaire. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai simplement tendu à l'officier ma carte de visite, les coordonnées de mon avocat d'entreprise et les documents de la LLC prouvant ma propriété unique et impénétrable de la propriété. Puis j'ai sorti les images de sécurité de la confrontation à l'interphone de la veille, montrant Clara criant et faisant de fausses menaces. Les expressions des officiers sont rapidement passées de concernés à profondément irrités. Ils ont réalisé instantanément qu'ils étaient utilisés comme des pions dans un conflit familial mesquin et vindicatif.
Ils se sont excusés pour l'intrusion, ont documenté le faux rapport et m'ont assuré qu'ils rendraient une visite très sévère à Clara pour la mettre en garde contre l'utilisation abusive des services d'urgence. Mais mon enquête ne s'était pas arrêtée à Christopher. Alors que je regardais les voitures de police partir, j'ai fouillé plus profondément dans les dossiers financiers de ma famille. Si Clara était assez désespérée pour voler son mari, je savais qu'elle n'hésiterait pas à exploiter les personnes qui l'avaient aveuglément soutenue pendant des décennies. Il a fallu des heures de recherche dans les registres d'impôts fonciers en ligne et les privilèges hypothécaires déposés publiquement, mais j'ai finalement trouvé la preuve irréfutable. C'était un document si choquant qu'il m'a rendu physiquement malade. Clara n'avait pas seulement pris des cartes de crédit. 6 mois plus tôt, utilisant la même procuration dont elle s'était vantée lors de sa crise de colère à mon portail, elle avait contracté une énorme deuxième hypothèque à taux d'intérêt élevé sur la maison de Wesley et Linda. Elle avait falsifié leur signature en tant que bénéficiaires principaux, transférant l'argent directement dans ses investissements défaillants. Mes parents étaient complètement ignorants, et les paiements ballons devaient commencer le mois prochain. S'ils ne payaient pas, ils perdraient entièrement leur maison. Les proches manipulés étaient sur le point de devenir les principales victimes. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Wesley. C'était la première fois que je l'appelais en 2 ans. Il a répondu à la 3e sonnerie, sa voix dégoulinant de condescendance. « Tu as enfin décidé d'arrêter de faire une crise de colère, Lucie ?» a-t-il grommelé. « Prête à t'excuser auprès de ta sœur et à te comporter comme une adulte. »« Papa, » ai-je dit, ma voix complètement dépourvue de colère, remplie seulement d'un sérieux glaçant. « Toi et maman devez venir chez moi tout de suite. Juste vous deux. Ne dites pas à Clara que vous venez. Si vous l'amenez, je n'ouvrirai pas le portail. Je ne joue pas à ces jeux avec toi. » Ce n'est pas un jeu, papa, les jeux interrompus, mon ton tranchant à travers sa grandiloquence. J'ai des documents du bureau du greffier du comté concernant l'acte de propriété de votre maison. Si vous voulez savoir pourquoi Clara essaie vraiment d'emménager chez moi, vous serez ici dans 20 minutes. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse argumenter. 25 minutes plus tard, le camion de Wesley s'est arrêté devant le portail. Je les ai fait entrer, sortant sur le porche pour les accueillir. Ils avaient l'air épuisés, irrités et profondément sur la défensive. Je ne les ai pas invités à l'intérieur. J'ai simplement tendu à Wesley une épaisse enveloppe manille. « Ouvre-la » ai-je ordonné. Wesley a déchiré l'enveloppe, en sortant les copies surlignées de la 2e hypothèque. Linda a regardé par-dessus son épaule. J'ai regardé en silence absolu leurs yeux parcourir le jargon juridique dense, traçant le montant massif du prêt à 6 chiffres et atterrissant finalement sur les signatures falsifiées au bas de la page. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est » a balbutié Wesley, la couleur se drainant complètement de son visage. Ses mains ont commencé à trembler violemment. « Ça dit que nous avons contracté un prêt sur la maison. Nous n'avons pas fait ça. Nous avons remboursé notre hypothèque il y a 5 ans. Vous ne l'avez pas fait, papa, ai-je dit calmement, la preuve irréfutable reposant lourdement dans ses mains tremblantes. Clara l'a fait. Elle a utilisé la procuration que vous lui avez donnée. Elle a vidé la valeur nette de votre maison et les paiements commencent dans 3 semaines. Si vous ne payez pas, la banque saisira. Elle n'est pas venue ici parce qu'elle a besoin d'espace. Elle est venue ici parce qu'elle a ruiné sa famille, et maintenant elle vous a ruiné. Et elle espérait voler ma maison avant que la vérité absolue ne la rattrape enfin. Linda a laissé échapper un sanglot étouffé, s'effondrant contre l'épaule de Wesley. Le sortilège impénétrable de l'enfant prodige s'était finalement et irréversiblement brisé. Le point culminant de cette saga angoissante ne s'est pas produit dans l'environnement stérile d'une salle d'audience ou dans la solitude tranquille de mon allée. Il s'est produit exactement là où Clara sentait qu'elle détenait le plus de pouvoir, devant un public. Toujours entièrement inconsciente que Wesley et Linda avaient vu les documents hypothécaires falsifiés, Clara a orchestré ce qu'elle a appelé un dîner d'unité familiale d'urgence dans un restaurant italien haut de gamme et très exclusif du centre-ville. Elle avait invité notre famille élargie, tante, oncle et plusieurs cousins qui avaient historiquement cru à son récit de victime sans faille. Son objectif était incroyablement transparent. Elle avait l'intention d'utiliser la pression d'un cadre public et le jugement de nos parents éloignés pour me coincer et me faire céder ma maison ou offrir un règlement financier massif pour la sauver de son divorce imminent. Elle n'avait aucune idée qu'elle marchait droit dans un piège que ses propres parents m'avaient aidé à tendre. Quand je suis arrivé au restaurant, la salle à manger privée bourdonnait déjà des murmures bas et tendus de ma famille élargie.
La longue table en acajou était dressée avec des nappes blanches immaculées, des verres à eau en cristal étincelant et de l'argenterie lourde. Clara était assise tout au bout de la table, arborant une expression de martyr affligé complètement imméritée, tamponnant ses yeux secs avec une serviette en lin. Wesley et Linda étaient assis tranquillement à sa droite, leurs visages pâles, leurs yeux fixés fermement sur leurs assiettes vides. Quand je suis entré dans la pièce, la conversation s'est immédiatement éteinte. Le silence était lourd, suffocant et dégoulinant de jugements collectifs. Ma tante Patricia, une femme qui avait toujours favorisé Clara, m'a fusillé du regard par-dessus le bord de son verre de vin. « Je suis si contente que tu aies décidé de venir, Lucie », a annoncé Clara, sa voix tremblant d'une émotion parfaitement répétée. Elle s'est levée, commandant l'attention de toute la pièce. « Nous sommes tous ici aujourd'hui parce que la famille est la chose la plus importante au monde. Comme vous le savez tous, je traverse une terrible épreuve imprévue. Christopher nous a abandonnés. Mes enfants souffrent. Et pourtant, ma propre sœur, qui vit seule dans un immense domaine vide, m'a claqué ses portes au nez et a refusé d'offrir la moindre once de grâce. » Un murmure collectif de désapprobation a parcouru les tantes et les oncles. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai marché calmement jusqu'à l'autre bout de la longue table, portant un élégant porte-document en cuir. Je l'ai posé sur la surface en acajou et l'ai ouvert avec un bruit fort et délibéré qui a brisé la tension. « Je te remercie d'avoir réuni tout le monde, Clara », ai-je commencé, ma voix parfaitement stable, se projetant clairement dans tous les coins de la salle privée. Parce que la transparence est incroyablement importante lorsqu'on traite des affaires familiales. Tu as dit à tout le monde ici que Christopher t'avait abandonné. Tu leur as dit que tu étais victime d'une épreuve imprévue, mais c'est un mensonge catégorique complet. Comment oses-tu ? A hurlé Clara, claquant ses mains sur la table. Égoïste, ingrate. J'ai les demandes de divorce en urgence ici même, ai-je continué doucement, sortant une épaisse liasse de papiers agrafés du porte-document et la faisant glisser au centre de la table. Christopher a demandé la garde exclusive parce que tu as secrètement ouvert 14 cartes de crédit à son nom, accumulant plus de 75 000 € de dettes pour financer un système pyramidal frauduleux. Tu as aussi complètement vidé les fonds d'études qu'il avait mis en place pour les jumeaux. La pièce a éclaté en halètements choqués. La mâchoire de tante Patricia est tombée, son verre de vin planant à mi-chemin de la table. Le visage de Clara s'est vidé de toute couleur, sa façade méticuleusement construite se fissurant en un masque de pure terreur. « C'est un mensonge !» a crié Clara, sa voix se brisant frénétiquement. « Ce sont des faux. Elle les a imprimés pour me ruiner. Maman, papa, dites-leur qu'elle est folle. » Elle a regardé désespérément Wesley et Linda, s'attendant à ce qu'ils se précipitent à sa défense, à la soutenir comme ils l'avaient fait pendant 33 ans. Mais ils n'ont pas bougé. Et pendant que nous discutons de fraude financière, ai-je déclaré, sortant un deuxième document vivement surligné, parlons de la vraie raison pour laquelle tu essaies si désespérément de voler ma maison. Parce que ton argent est complètement parti et que tes crimes te rattrapent. J'ai brandi la deuxième hypothèque, en m'assurant que les signatures falsifiées étaient visibles. Il y a 6 mois, Clara a utilisé la procuration qu'elle a manipulé nos parents pour signer afin de contracter secrètement une énorme deuxième hypothèque sur leur maison, ai-je révélé, les mots tombant comme des enclumes dans la pièce silencieuse. Elle a falsifié leur signature. Elle a volé la valeur nette qu'ils ont mis toute leur vie à construire et elle a tout jeté dans un investissement raté. Les paiements ballons commencent le mois prochain. Si elle avait réussi à voler ma maison, elle aurait laissé la maison de nos parents être saisie sans une seconde pensée. Clara, a murmuré tante Patricia, fixant ma sœur avec une horreur absolue. Est-ce que c'est vrai ? Clara a regardé autour de la pièce, réalisant en temps réel que chaque issue était bloquée par la vérité irréfutable. Elle a essayé de parler, mais seul un couinement pathétique et étouffé s'est échappé de ses lèvres. Puis Wesley s'est levé. Il ne ressemblait pas à l'homme en colère et arrogant qui m'avait jeté sous la pluie glaciale 2 ans plus tôt. Il ressemblait à un père dont le cœur avait été entièrement brisé. Il a mis la main dans la poche de sa veste de costume et en a sorti un document légal notarié. « C'est entièrement vrai », a dit Wesley, sa voix épaisse d'un chagrin dévastateur et d'une nouvelle colère juste. Il a regardé directement Clara, ses yeux flamboyants. « Tu as volé ton mari. Tu as volé tes enfants. Et tu nous as volé le toit juste au-dessus de nos têtes. Nous t'avons tout donné et tu nous as presque détruits. » Wesley a jeté le document sur la table devant Clara.
Ceci est la révocation immédiate de ta procuration, a annoncé Wesley, sa voix résonnant d'une autorité absolue, reprenant son rôle de protecteur de la famille. Mais cette fois, il se protégeait lui-même et moi. J'ai passé la matinée à la banque et au poste de police. Nous avons déposé des plaintes officielles pour fraude et falsification de documents contre toi. Tu dois quitter ce restaurant tout de suite, Clara. Ne reviens jamais chez nous. Ne parle plus jamais à ta sœur. Tu es entièrement seule. Le silence qui a suivi était absolu. Clara a regardé les papiers, puis les visages dégoûtés de sa famille élargie, et enfin moi. Il ne restait plus rien à manipuler. Le puits était complètement à sec. Elle a attrapé son sac à main, ses mains tremblant violemment, et a fui la salle à manger privée, ses sanglots résonnant dans le couloir jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement de nos vies. La chute de Clara a été rapide, sévère et entièrement de sa propre faute. Les murs qu'elle avait construits sur des fondations de mensonges se sont effondrés instantanément. Christopher a obtenu la garde exclusive des enfants et a été légalement absous de la dette frauduleuse qu'elle avait accumulée à son nom. La banque, face à des preuves indéniables des signatures falsifiées, a lancé une enquête criminelle complète. Clara faisait face à plusieurs chefs d'accusation de fraude grave, de vol d'identité et de vol qualifié. Socialement, elle était une paria absolue. La famille élargie, ayant été témoin de sa démasquage au dîner, a complètement coupé les ponts. Elle a été forcée d'emménager dans un minuscule studio délabré de l'autre côté de l'État, attendant son procès pénal sans famille, sans amis et sans filet de sécurité à exploiter. Pour moi, les conséquences ont été un voyage de guérison profonde et inattendue. 2 semaines après la confrontation au restaurant, j'ai invité Wesley et Linda chez moi. Cette fois, j'ai ouvert les portes librement. Ils ont remonté l'allée pavée et sont entrés dans mon grand hall, non pas comme des demandeurs ou des intrus, mais comme des invités profondément humbles et pleins de remords. Nous nous sommes assis sur ma vaste terrasse arrière, surplombant les âcres boisés sereins alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les grands pins. Je leur ai servi du thé, et pendant un long moment, nous avons simplement écouté le bruissement silencieux des feuilles. Nous sommes tellement désolés, Lucie, a finalement dit Wesley, sa voix se brisant, des larmes coulant sur ses joues burinées. Chaque jour, je pense à cette nuit dans la tempête. Je pense à toi vivant dans ce camping-car alors que nous étions complètement aveugles aux monstres que nous élevions. Nous t'avons abandonné. Nous t'avons si complètement abandonné. Linda a tendu la main sur la table, prenant doucement la mienne. Sa prise était faible, tremblante d'un regret sincère. Tu es la personne la plus forte et la plus brillante que je connaisse. Tu as construit cette belle vie toute seule, malgré nous. Nous ne méritons pas ton pardon, mais nous sommes si profondément désolés. Je les ai regardés, ne voyant pas les figures imposantes et terrifiantes de mon enfance, mais 2 personnes vieillissantes et imparfaites qui s'étaient enfin réveillées d'une manipulation de plusieurs décennies. La colère qui m'avait alimenté pendant ces nuits glaciales dans le camping-car s'était enfin éteinte, remplacée par une paix stable et durable. Je vous pardonne, ai-je dit doucement. Et je le pensais. Mais les choses doivent être différentes maintenant. Il y a des limites qui ne seront plus jamais franchies. Ils ont accepté instantanément, hochant la tête à travers leurs larmes. Je ne leur ai pas seulement offert le pardon. J'ai utilisé le pouvoir que j'avais méticuleusement construit pour m'assurer qu'ils étaient en sécurité. J'ai engagé mon avocat d'entreprise agressif en leur nom, payant les honoraires exorbitants de ma propre poche. En 2 mois, mon équipe juridique a réussi à gérer l'affaire de fraude, forçant la banque à annuler la 2e hypothèque frauduleuse et à effacer complètement le privilège sur la maison de mes parents. Ils ne perdraient pas la maison pour laquelle ils avaient si durement travaillé. J'ai veillé à ce que justice soit faite, non pas par vengeance, mais par une action décisive et protectrice. La vie s'est finalement installée dans un rythme magnifique et tranquille. Je ne passais plus mes journées à regarder par-dessus mon épaule, attendant la prochaine crise ou la prochaine demande d'argent. Je m'asseyais sur ma terrasse le soir, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes brillantes d'orange et de violet, sentant les planchers de chêne solides et incassables de ma forteresse sous mes pieds. J'avais traversé la pluie glaciale, survécu au froid glacial du camping-car et construit un empire de paix. La tempête était enfin terminée et j'étais exactement là où je devais être.